Ce printemps les amis, il y a des trucs de ouf qui se font traduire et des trucs aussi un petit peu moins ouf, du coup on va en parler. Hello c'est Estelle et bienvenue dans les traductions du printemps. Alors je sais qu'on est déjà bien en mars, il y a déjà plein de trucs qui sont déjà sortis, mais j'ai fait ma petite recherche sur Booknote comme d'habitude pour préparer cette vidéo et je suis tombée sur tellement de trucs les gars. Faut absolument que je lise déjà certains trucs qui vont être traduits parce que mine de rien ça me motive de ouf quand je vois qu'il y a des titres qui ont percé aux États-Unis qui arrivent dans nos bibliothèques. Et il y a aussi mes livres préférés les gars. Comme d'habitude je sélectionne pour cette vidéo des livres que j'ai lus, donc il y a des tas d'autres trucs qui se font traduire et qui sont super intéressants, j'en suis certaine. Et le but c'est que je vous dise le bon, le moins bon, je vous alerte par rapport à certains trucs et je vous dis globalement si jamais à mes yeux le livre mérite votre lecture. Parce que parfois il y a une hype énorme sur certains titres et on a tendance à foncer tête baissée dans le truc et après on se dit mais en fait ce livre c'était un peu de la merde. On va commencer par le 9 avril les amis, Brajlon nous propose À l'ombre des eaux troubles de Alison Saft. Alors Alison Saft c'est une autrice qu'ils ont pas mal traduit dans le passé et cette sortie là c'était sa dernière sortie de l'année dernière que j'ai lu et que malheureusement j'ai pas trop aimé. Le souvenir que j'ai de ce livre c'était qu'il était extrêmement compliqué à comprendre, le world building est hyper développé, hyper complexe et que ça avait pris énormément le pas sur mon appréciation des personnages et de l'histoire. On va suivre deux rivales dans cette académie qui vont embarquer dans une espèce d'expédition pour aller chercher la source de la magie dans ce monde. Il y a toute une équipe qui embarque sur un bateau avec des professionnels de toutes sortes de choses. Le premier soir, leur tutrice, la personne qui les accompagne, meurt. Donc il y a forcément le tueur sur le bateau et du coup ça part un petit peu en enquête de qui aurait bien pu pouvoir tuer la professeure. Et les deux filles, alors que jusqu'à maintenant elles étaient vraiment ennemies l'une contre l'autre parce qu'elles voulaient être choisies en tant que préférées de cette professeure, vont se retrouver à devoir travailler ensemble. En soi ce pitch les gars peut être hyper intéressant, ces histoires d'enquête et tout, rivalité, moi ça peut me parler. J'ai vraiment pas du tout suivi même qui était qui dans leur équipage de bateau parce qu'on te présente tout en même temps, que ce soit le monde, l'expédition, la backstory, les personnages, et je suis quelqu'un qui a quand même du mal en fantasy à tout comprendre. Si jamais vous, c'est pas un problème, vous avez l'habitude, vous allez sûrement vous régaler parce que ce livre c'est 70% vibe et description. Il y a une petite romance qui naît entre nos deux petites rivales et j'espérais que ça me tienne en haleine et que j'arrive en fait à m'accrocher à ça pour pouvoir m'intéresser au reste du livre, mais encore une fois c'était vraiment au second plan, donc tu fais pas grand chose et je pense que tout simplement c'était pas mon style de roman. Donc voilà, je vous mets en garde par rapport à ça, attendez-vous à un livre extrêmement vibe, extrêmement plume. Nous changeons complètement de catégorie les amis puisque le 16 avril, le premier tome d'une saga extrêmement connue nous arrive en France et j'ai très peur de ce qui va se passer. Les Windsor de Catherine Maura. J'ai lu cette saga l'été dernier dans le cadre d'un challenge, c'était une lecture obligatoire et j'ai un peu flippé. C'est l'histoire d'une grande famille richissime des Windsor avec une grand-mère qui est responsable des mariages dans cette famille. C'est-à-dire que dès qu'un des fils, parce qu'il y a genre 5 ou 6 fils, arrive en âge de se marier, c'est elle qui va choisir sa femme parce qu'elle est persuadée qu'avec des mariages arrangés ça fonctionne. Elle sélectionne extrêmement bien la meuf, c'est quelqu'un qui lui correspond, c'est quelqu'un qui saura gérer l'entreprise avec lui. Enfin bref, elle pense que les sentiments naissent suite à une association très pratique. Et il y a des lois, t'es obligé de donner une chance à ce couple pendant minimum 3 ans. Après si ça marche vraiment pas, tu peux divorcer. Tu n'as pas le droit de dormir plus de 3 nuits pas ensemble. Et le premier tome est à mes yeux le meilleur parce que c'est le moins hardcore. C'est peut-être qu'elle a voulu nous mettre tranquillement dans l'univers. Ce tome 1, je l'ai apprécié. Je lui ai donné 3 étoiles, ça m'a vraiment intriguée et surtout j'étais investie. Je voulais frapper tout le monde. Depuis toute petite, du coup, c'est la grande sœur qui est censée être en mariage arrangé avec Arès. Donc du coup, ils se tournaient autour dès qu'ils étaient petits, etc. Sauf que la petite sœur, elle en est très triste parce qu'elle, en fait, elle a toujours été amoureuse de Arès. La grande sœur, elle fait un peu nimp, c'est-à-dire que comme elle a un peu l'impression que c'est bon, c'est acquis et tout, elle s'investit absolument pas dans ses fiançailles, elle le voit jamais. Là, Arès, elle est tout le temps sur des tournages et il y a un favoritisme affreux qui est fait dans cette famille. Le père et la mère, ils surprotègent de ouf cette grande sœur et la petite sœur, il la traite comme une grosse merde. La grand-mère, ça finit par la saouler en fait. Et du coup, elle dit bon bah tu sais quoi grande sœur, si jamais t'en as rien à foutre et que tu considères pas du tout ton mari, c'est petite sœur qui va se marier. Sa sœur, elle lui tombe dessus et elle lui dit non mais tu fais pas ça en fait, genre tu prends pas mon mari, tu vas pas te marier avec lui quand même. Sauf qu'elle a pas le choix parce que la grand-mère, elle rigole pas en fait. Si jamais tu fais pas ce qu'elle te dit, elle ruine ta famille sur 5 générations. À ce moment-là,
les gars, on entre dans le cercle de l'enfer parce que la grande sœur devient monstrueuse. Un truc que j'ai bien aimé, c'est que notre petit monsieur, il finit quand même par défendre madame petite sœur. Donc je vous ai donné quand même pas mal de détails, mais je pense que vous avez vu à quel point j'ai encore un souvenir mais précis de cette grande sœur absolument insup, et je vous avoue que c'est peut-être ça qui a fait que j'ai pas non plus adoré ce livre, c'est qu'en fait j'avais vraiment aucune nuance, c'est-à-dire que cette grande sœur c'était une grosse bitch de première qui ne s'est jamais remise en question, et notre petit monsieur Arès, il était quand même un petit peu controlling, c'était un peu le alpha male, mais il a essayé quand même de régler les choses, et il a été vachement dans la communication avec petite sœur et grande sœur parce qu'il voulait pas non plus foutre le bordel, tu vois, et j'ai été surprise parce que vraiment ils se sont posés à un moment donné et ils se sont dit bon, comment on fait, parce que c'est ta grande sœur là qui me harcèle. Donc ce livre était plutôt cool. Après voilà, contexte de mariage arrangé. Par contre je vous mets en garde que le tome 2 et 3, et j'ai pas lu la suite, on part dans complètement autre chose, c'est-à-dire que les mecs deviennent du vomi, pas du tout dans le consentement, pas du tout respectueux. Le seul mec plutôt potable de cette saga c'est le mec du tome 1, tous les autres c'est des gros connards absolument toxiques. Maintenant on va parler du livre qui m'a... genre j'ai pas les mots, je comprends pas pourquoi ce livre existe. Fuyez, courez loin, n'y allez pas. On est dans, je ne sais même pas dans quoi on est là. On suit l'histoire d'une meuf où depuis qu'elle est toute petite, elle est orpheline, et du coup elle a été dans une famille d'accueil de gens complètement toxiques, abusifs. Elle se rend compte qu'elle arrive à parler à un serpent. Ce serpent peut la défendre, et en fait elle finit par tuer sa mère. Elle est placée dans un autre foyer, et enfin bref, elle finit en fait par vivre toute seule. Elle est au lycée, mais pareil, elle a pas trop de thunes, tout le monde se moque d'elle, machin, et en fait le seul truc qu'elle arrive bien à faire c'est les maths. Et dans ce monde, l'Olympe existe. Ils sont genre complètement séparés du reste de la population, et il y a un rituel pour montrer que tu es digne d'appartenir à l'Olympe. Les enfants et les petits-enfants de Dieu, alors qu'ils ont 17-18 ans là, ils doivent participer à une espèce de compétition pour prouver qu'ils méritent d'être un dieu. Et cette compétition, c'est un truc horrible où pendant 3 mois, ils ne mangent pas, ils ne dorment pas, ils ne boivent pas, et ils doivent faire de la course à pied là, du triathlon, et ils doivent apprendre des tas de trucs, et en gros bah, tu crèves quoi si jamais tu n'y arrives pas. Il y a des notes et tout, et chaque gosse est un petit peu sous la responsabilité d'un dieu déjà existant. Forcément, qu'est-ce qui va se passer en fait? Notre petite meuf, elle connaît pas ses parents bien évidemment, parce qu'en fait elle est moitié dieu. Forcément bah, elle, il la chope, donc il la fout dans cette putain de compétition, et la meuf se retrouve coachée par Patrocle et Achille, hyper chelou. Genre les mecs n'en ont un peu rien à foutre d'elle, crève pas, voilà, il faut que tu sois la plus forte et puis basta. Elle entre dans la compétition. Au bout d'un moment c'est hyper redondant parce qu'en fait la meuf ne mange pas, ne dort pas, donc toute sa narration c'est je suis à mes dernières forces, je suis à mes dernières limites, sauf qu'en fait elle dit ça pendant 6 chapitres, donc toi tu te dis meuf ça fait déjà 4 jours que tu dis que t'en peux plus, et là genre t'es pas morte, tu vois. Et vers les 40%, il y a le truc qui pour moi m'a fait dire mais de fuck, genre where the fuck are we? Ils font intervenir des dieux dans cette compétition, et un mec s'appelle Augustus, et lui développe une obsession qui nous sort de nulle part avec cette meuf, parce qu'en fait c'est la seule meuf de la compétition. On a son point de vue et il dit oh là là elle est spéciale, elle ne le sait pas encore mais elle va devenir ma femme. Et maintenant le pire, il y a Charon là, le mec des enfers, je sais plus précisément. À un moment donné ils doivent nager, ils nagent alors qu'ils sont en train, en fait c'est ça qui est le problématique, les mecs sont en train de mourir, ils sont par terre comme ça, ils les laissent par terre parce qu'ils ont aucune force et du coup ils peuvent rien faire, et de temps en temps ils disent allez triathlon, vous allez courir, vous allez nager, et ils le font, et je me dis mais si tu n'as même pas la force de te lever, d'où tu vas faire un 400 mètres en nage? Pour corser la compétition, déjà que c'était pas assez corsé, lui il est dans son putain de bateau derrière là, et s'il te rattrape il te tue. Pareil, le mec développe une obsession de nulle part et il est trop bizarre. Elle m'attire de ouf, oh mon dieu mais elle joue avec moi, et que dalle! La meuf est en train de crever sur place, la meuf se bat pour sa putain de vie et lui il fantasme sur elle. Pendant que elle est donc en train de dormir tranquillement dans son lit, Charola se ramène et genre il se met à l'étrangler et tout, et elle lui dit ouais faut pas que tu meurs, il faut que tu gagnes, ok, parce que si tu meurs attention à toi hein. Je te préviens hein, si quelqu'un te fait du mal tu paieras les conséquences. Il prévoit un plan à 3 avec elle, avec Auguste, en mode oh là c'est parfait, elle ne sait pas encore ce qui l'attend et tout, mais
J'ai refermé le livre et je me suis dit, tu sais quoi, je veux pas savoir si jamais tu vas vraiment faire ton putain de plan à 3, la meuf est en train de crever. Bref. Le 23 avril, les amis, Rajo nous traduit une petite romance absolument adorable, A Witch's Guide to Fake Dating a Demon de Sarah Hawley. Des petites sagas d'Halloween où en fait tu suis des petits démons, des petites sorcières, des petits vampires dans cette ville qui s'appelle Glimmer Falls, qui est une petite ville imaginaire où t'as plein de créatures surnaturelles et c'est adorable les gars, genre vraiment c'est la définition de doudou, cocon, communication, respect, bienveillance, ils sont trop mimes et en même temps it's sexy my friends. Donc dans celui-là nous suivons Marielle qui est hyper mal vue par sa famille parce que elle a vachement de mal à utiliser son pouvoir, c'est une sorcière et en fait ses parents sont persuadés que ça va être la sorcière la plus forte de toute sa génération, sauf que pour le moment elle n'arrive à rien faire. Un jour elle est tellement nulle que sans faire exprès elle invoque un démon dans son salon et en fait elle peut pas s'en séparer parce que quand t'invoques un démon t'es obligé de lui proposer ton âme contre un service. Il y a sa meilleure pote qui ouvre la porte et en mode ah hey, et du coup la seule solution qu'elle trouve c'est de faire croire que c'est son faux petit ami et du coup ça part dans du fake dating absolument hilarant et en même temps on parle énormément ici de problèmes familiaux, de familles dysfonctionnelles avec cette mère là qui est hyper perverse narcissique et tout et en fait petit à petit Marielle elle va apprendre à remballer les gens et tout et le petit démon il va vachement l'aider avec ça. C'est tellement sain, genre c'est dingue quand même qu'on soit obligé d'aller chercher des aliens ou des sorcières et tout pour avoir une romance saine. C'est un petit peu cucu, c'est un petit peu niais mais c'est tout ce qu'on veut en fait. Franchement moi j'ai adoré. Le 7 mai les amis, j'espère que vous avez posé un jour de congé parce que il y a 2 livres qui sortent et pas n'importe qui. Premièrement quand j'ai vu ça j'ai sauté au plafond parce que j'avais pas capté et franchement ça me remplit de joie. Je pense que c'est le highlight de cette vidéo. The Dead Romantics de Ashley Poston nous fait l'honneur de rejoindre nos bibliothèques le 7 mai. Thank God, genre enfin parce que bon, Seven Years Sleep et tout machin, c'était bien gentil, mais celui-ci, c'est le livre supérieur de Ashley Poston. C'est mon livre préféré de 2023. On est dans un contemporain avec un petit peu d'aspect magique, hein, où on suit le personnage de Florence, qui, depuis toute petite, a ce don, elle voit les fantômes. Et c'est un don qu'elle partage avec son père. La vie est un petit peu drôle parce qu'elle devient ghostwriter. C'est les gens qui écrivent des livres pour d'autres auteurs, et ça se passe plutôt bien jusqu'au jour où elle perd complètement toute envie de faire ça. L'autrice pour qui elle écrit des livres, elle écrit de la romance et elle croit plus du tout en l'amour. Notamment, il y a en fait un livre qu'elle a envie d'écrire depuis qu'elle est toute petite qui serait justement le livre qui parlerait de fantômes. Le livre qui raconterait sa vie dans sa famille un petit peu atypique parce que, je vous ai pas précisé, mais sa famille est croque-mort. Il y a une relation avec la mort depuis qu'elle est toute petite et en la larguant comme une grosse merde, son mec a décidé de piquer cette idée et d'écrire ce livre. Son père va décéder de manière pas du tout prévue et en gros ça va énormément changer la manière dont elle voit la mort. Elle a jamais eu peur de ça, elle a toujours fait ça, elle a travaillé avec ça, elle s'occupait de maquiller les morts. Mais maintenant que ça leur arrive à eux, c'est pas si beau que ça, mais en même temps, ils veulent honorer en fait la mémoire de son père en essayant de garder ça léger. Et alors qu'elle rentre du coup dans sa ville natale pour préparer les obsèques de son père, elle voit un fantôme. Et le fantôme, c'est son éditeur. Et elle se dit mais de fait qu'est-ce que tu fous là et tout, surtout en fait si elle voit son fantôme, c'est que son éditeur, il est mort. Ce livre va mêler énormément de trucs. Déjà je pense qu'avec ce pitch, vous êtes en mode mais what, ça parle de tellement de choses, c'est tout à fait le cas. En même temps, on va avoir une espèce de petite rom-com hyper mignonne qui va se tisser entre Florence et son éditeur parce que si elle voit ses fantômes, c'est qu'elle doit les aider à faire le pas vers l'au-delà. Donc elle va l'aider, mais de l'autre côté, lui aussi va énormément l'aider à gérer son deuil. Toute cette relation avec son père, cette relation avec sa famille, avec le deuil qui va prendre une énorme partie de ce livre et moi c'est ça qui m'a vraiment mise à terre. Et enfin, il y a toute sa relation avec l'écriture, notamment le fait qu'elle a l'impression qu'elle pourra jamais écrire vraiment son livre parce qu'il lui a été volé. Donc si vous voulez chialer, si vous voulez un livre qui vraiment va vous toucher mais en plein cœur, lisez-le. 15 premiers pourcents sont un peu perturbants parce qu'en fait tu as sa vie en tant qu'autrice à New York, pas du tout le même mood que le reste du roman et il va avoir une énorme coupure quand son père va décéder. Un de mes livres préférés de tous les temps que je vous recommande énormément, pas mal de trigger warning comme je vous ai dit. Les gens le présentent en rom-com, je suis pas du tout d'accord, celui-ci c'est pas du tout une rom-com, c'est un contemporain les gars parce que la psychologie du personnage, ses émotions, son développement sont placés vraiment au centre. Et qui est-ce qui sort d'autre le 7 mai? When the World Tips Over de Jandy Nelson qui a été
traduit en Le monde à la renverse. Je suis pas forcément la mieux placée pour vous parler de ce livre parce que, comme vous le savez, Le soleil est pour toi, c'est mon livre préféré de tous les temps. Mais ce livre-là, je l'ai pas vraiment aimé, les gars. Enfin, elle allait forcément faire quelque chose d'un petit peu différent, même si elle a gardé quand même cette même patte. J'allais pas en fait retrouver I'll Give You the Sun. Je suis pas rentrée dedans, quoi. J'ai pas trop ressenti les personnages, j'ai pas trop suivi Jenji Nelson dans son choix de point de vue, d'histoire et tout. Disons que je me suis sentie vachement extérieure en fait à tout ça, j'étais pas dans le délire. Encore une fois, on est sur du contemporain avec un petit peu d'éléments magiques. C'est une ville que t'arrives pas forcément à trouver sur la carte. Quand tu rentres, t'arrives plus à en sortir parce qu'il y a toujours des trucs qui font que ça t'attire dans la ville. Et il y a cette famille, la famille Fall, qui a une espèce de malédiction familiale, quelque chose qui se répète de génération en génération. Nous avons 3 frères et sœurs, Winton le plus grand, Miles celui du milieu et Dizzy la dernière. Ils ont tous les 3 des caractères assez emblématique mais très différent. Winton, c'est celui qui est catégorisé de l'ado un petit peu raté, l'ado rebelle. Miles, à l'inverse, il s'est construit en opposition avec son grand frère, donc du coup c'est le mec parfait qui bronche pas, qui fait pas un pas de travers. Et enfin on a Dizzy, la petite dernière, qui est explosive, qui a 1 milliard de passions. Et en fait leur vie va être renversée quand Winton va avoir un accident de voiture et va se retrouver dans le coma. Ça va libérer tout plein de choses parce qu'il y avait énormément de non-dits dans cette famille, notamment par rapport à leur mère. Il y a un gros secret que leur mère garde depuis des années. Au même moment, il y a une meuf qui va apparaître dans cette ville, qui apparaît un petit peu comme un ange, un petit peu comme une fée, ils savent pas qui c'est. Et en fait, cette meuf, petit à petit, va complètement prendre d'assaut leur vie et c'est grâce à elle qu'ils vont découvrir tout plein de secrets. C'était très poétique. Elle a une plume qui est hyper repérable, elle est vachement dans l'image, vachement dans le ressenti. Ces personnages, en fait, ils ont un monde interne qui est toujours extrêmement riche. Après, j'ai trouvé que dans celui-là, c'était peut-être un petit peu moins marqué que dans I'll Give You the Sun. Il y a pas mal d'alternance de formats, des contes et des légendes dans ce livre. Des fois les personnages ils vont griffonner quelque chose et en fait tu vas avoir le papier sur lequel ils ont griffonné des trucs. Je sais pas ce que je peux vous dire d'autre parce que je veux pas non plus ternir votre image de ce livre parce que je sais qu'on peut vraiment l'adorer, c'est juste que moi je suis obligée de le comparer en fait à son grand frère et forcément il a pas été à la hauteur de mes espérances. Mais ça restait quand même un très beau livre qui parle de famille, qui parle de liens frères-sœurs, qui parle d'abandon. Donc voilà, si vous découvrez Jenji Nelson avec celui-là, j'espère que ça va vous plaire, mais si jamais vous êtes des fans hardcore de I'll Give You the Sun, je pense qu'on va faire un fan club des gens déçus les gars. Le 21 mai les amis sort une rom-com Omegaverse de Fake Maid de Lana Ferguson. À l'époque où Bride était sortie de Ali Hazelwood, les gens avaient dit que si jamais vous vouliez continuer dans ce mood de Bride, il fallait enchaîner avec The Fake Maid. Les 50 premiers pourcents étaient spectaculaire. Vraiment, en termes de rom-com, on était mais au must, c'était trop bien. En plus, tu mélangeais à ça le fait que ce soit des loups-garous. Puis là, le Omegaverse a frappé aux 50% et la fin, c'était que du cul. C'est un peu too much pour moi, mais c'est l'histoire du coup de loups-garous et elle est chirurgienne dans un hôpital et il y a un mec, c'est un alpha et lui aussi travaille dans cet hôpital. Les alphas qui n'ont pas de mate, c'est un peu mal vu parce que ça veut dire que le mec, il peut péter un câble à n'importe quel moment, il est pas calmé. Parce que se trouver un petit mate, ça calme, tu comprends? Et du coup, lui, depuis un petit moment, il prend des cachets, ne pas que les gens captent que c'est un alpha parce qu'il a pas de mate. Et notre petite madame, elle, c'est complètement l'inverse, c'est une oméga. Et en fait, c'est un peu tristou les omégas qui ont pas d'alpha ou même de bêta. Tu te sens un petit peu rejeté par la société des loups-garous et tout. Et genre, sa famille lui fait que lui dire, mais trouve-toi un alpha, putain! Les deux vont faire un petit accord où ils vont faker que ce soit sa mate. Et franchement, les gars, j'ai été bouche bée par les 50 premiers pourcents parce qu'en fait, le mec, il est tout gêné, la meuf, elle est toute gênée, ils savent pas trop. Mais en même temps, il commence à bien s'apprécier et c'était tellement naturel la manière dont ils vont commencer en fait à flirter pour de vrai. Ce livre partait pour devenir une de mes romances préférées, tu vois. Mais c'est vrai que ensuite on a eu un petit virage à 180 degrés où ils s'enferment dans une putain de tiny house. Et là, les gars, ça envoie du lourd pendant 150 pages. Donc en vrai, je pense que je peux vous le recommander parce que c'était quand même vachement cool. Surtout si vous passez une mauvaise soirée, ça peut vous rehausser un petit peu le moral. Mais voilà, sachez que les petits loups-garous là, ils ont très faim quoi. On continue dans les romances. Le 22 mai, nous avons Out on the Limb qui sort de Anna Bonham Young. Ne vous méprenez pas, ils ont traduit ce livre en lui donnant un titre anglais. Anna Bonham Young, je l'ai découverte l'année dernière et j'ai vraiment adoré en fait son travail. Elle nous fait de très belles représentations et dans celui-là, nous avons
avons donc un couple qui se forme entre une madame qui a une malformation à la main et un monsieur qui a perdu une de ses jambes. Ils se rencontrent à une soirée d'Halloween et le fait que ce soit les deux seuls handicapés, forcément ils commencent à discuter et tout, et le feeling est tellement ouf les gars. Ils ont un coup d'un soir et c'était le truc le plus naturel, le plus beau que j'ai jamais lu. Genre ce livre m'a réconcilié avec le coup d'un soir les gars, parce que vraiment c'était des adultes matures et responsables, ils ont assumé leur truc, ils étaient mais à l'aise quoi, genre ça fait trop plaisir de voir que ouais ils étaient là, ils se plaisaient, ils se sont pas posés 15 milliards de questions. Et petit bug, la pilule de madame qu'elle avait bel et bien prise ne fonctionne pas et du coup elle tombe enceinte. Donc effectivement nous avons une surprise pregnancy trope dans ce livre, elle sait pas trop quoi faire, elle hésite et en fait elle va finir par décider de le garder. C'est pas du tout les gars moralisateur, vous inquiétez pas, et elle en parle à notre petit monsieur qui s'appelle Beau, et en fait lui il est un peu sous le choc parce que ce qu'il lui a pas dit c'est que depuis son accident il a l'impression qu'il est moche, que plus personne ne voudra jamais de lui. Il a tiré un trait sur l'idée de fonder une famille, le fait qu'elle soit là et qu'elle soit incroyable et qu'en plus elle est un gosse, il est en mode mais en fait tu sais que moi tu représentes toutes les choses sur lesquelles j'avais tiré un trait. Ils vont se dire qu'ils vont faire du co-parenting, tellement mips, genre vraiment les gars je n'ai jamais vu un couple aussi pur et aussi beau que eux, aussi respectueux, et je vous avoue que c'est peut-être ça qui a fait que c'était pas vraiment un 100% un coup de cœur, parce que dans ce livre il n'y a aucun problème, ils se disent tout, ils ont honte de rien. Donc si vous avez besoin de vous rassurer, lisez ce livre parce que c'est le couple le plus effortless que vous allez lire dans votre vie. Forcément ils tombent amoureux et le co-parenting devient un vrai parenting. Un livre par contre avec lequel j'ai pas passé un excellent moment, c'est Funny Story de Emily Henry. Ce livre sort début juin, je crois que c'est le 5 ou le 7 juin les amis. Emily Henry et moi ça colle pas de ouf. Dans celui-là nous allons suivre un gars et une fille qui sortent tous les deux d'une rupture, sauf que en fait la rupture elle était entre leurs partenaires. En gros leurs partenaires se sont mis ensemble, ce qui fait que tous les deux se sont retrouvés à la rue et du coup ils avaient pas trop le choix que de faire une coloc parce qu'ils avaient pas la thune d'acheter quelque chose d'autre. Ils se rendent compte qu'ils développent un petit peu des sentiments l'un pour l'autre. En soi il y a pas tant de plus que ça, ils sont vachement dans leur tête, ils te racontent tous leurs problèmes aussi de vie, de famille et tout. Vous savez Emily Henry elle écrit des livres où c'est vachement des vibes. Ce mec là Miles, moi j'ai eu un petit peu du mal avec lui parce que il a pas trop géré avec elle, et surtout à la fin je sais pas pourquoi mais Emily elle s'est sentie un petit peu obligée de nous mettre une crise des 80% qui sort de nulle part, et genre Miles mec t'as pas géré. Il a fait un move que moi personnellement je déteste. Je vous avoue que ce livre pour moi il est un peu mid, j'ai rien d'autre à dire dessus, je vous le conseille pas forcément, mais après si vous aimez Emily Henry c'est dans les mêmes vibes. Ça faisait un petit peu comme si c'était un mix de tout plein de ces livres mélangés. Genre j'ai pas l'impression que ce livre il a été unique d'une manière ou d'une autre, il a pas non plus laissé un souvenir très précis dans ma tête. Je pense pas que c'est un de ses meilleurs. Le 11 juin les amis sort un livre qui je pense va faire énormément de bruit, c'est The Ex-Vows de Jessica Joyce. Je pense que c'est BMR qui le sort parce que BMR avait traduit son premier roman. Objectivement il est excellent. On part sur un second chance où on suit l'histoire d'un couple qui était ensemble pendant genre 4-5 ans durant leur jeunesse, et c'était l'exemple du couple parfait, vraiment ils étaient incroyables l'un avec l'autre. La vie a fait qu'ils se sont séparés puisque le travail de monsieur lui prenait énormément de temps, il n'arrivait pas à se prioriser lui, il n'arrivait pas à prioriser sa copine, il devenait exécrable, et elle en fait elle se sentait mais complètement abandonnée, et ils ont divorcé, ils se sont séparés et c'était horrible comme décision parce qu'en fait ils s'aimaient encore quoi, mais c'était pour leur bien. Le truc c'est qu'ils ont un meilleur ami en commun. Quelques années plus tard le meilleur ami se marie et du coup il invite les deux au mariage et surtout les deux deviennent les témoins. Ils vont passer une semaine dans le lieu du mariage pour préparer la réception, ils vont se reparler, ils vont retrouver une attirance l'un pour l'autre et ils vont en fait régler des tas de non-dits du passé. En termes de second chance, ce livre était très très bon. Et il y a une discussion que j'ai trouvée incroyable où en gros le mec finit par craquer et lui dire t'es la femme de ma vie et j'ai fait une erreur énorme, maintenant je fais du yoga, je fais de la méditation, je fais de la thérapie, j'ai lâché mon travail, vraiment je suis prêt à te reprendre dans ma vie. Et elle lui dit mais pourquoi tu l'as pas fait il y a 5 ans? Pourquoi est-ce que quand c'était moi qui te le demandais, qui te suppliais de faire ces efforts là, tu les faisais pas? C'est vraiment une bonne belle lecture, mais j'ai pas hyper bien réussi à connecter au personnage. Je pense que c'est en lien avec le style d'écriture de Jessica, c'était pas
pas 100% mon style, mais c'est un livre qui était très très bon objectivement, donc du coup je vous le recommande par rapport à ça. Si vous aimez le Second Chance, celui-là en est un excellent. Le 26 juin les amis sort Throne of the Fallen de Kerry Maniscalco. C'est une romantésie les amis et c'est un stand-alone il me semble. J'ai lu ce livre la semaine dernière pour cette vidéo et c'était une sacrée expérience les amis. Le cadre de ce livre est plutôt sympathique. On est dans l'époque victorienne, on est à Londres dans les années 1800. Mademoiselle, monsieur, madame, la petite robe, je veux un chaperone, Bridgerton et compagnie. Il y a une espèce de monde parallèle avec des démons et les princes de l'enfer, des vampires, patati patata. Elle se renseigne un petit peu sur ces légendes de princes de l'enfer et tout parce que son père était un petit peu mêlé à tout ça, notamment il était pas mal dans du marché noir. Bref, la meuf est plus ou moins au courant qu'il y a des trucs chelous qui se passent, mais elle l'avait jamais vraiment pris au sérieux. Et en fait, il y a un espèce de jeu de piste qui se crée. J'adore parce que je vous traduis certains trucs avec des mots qui sont pas du tout adaptés, mais c'est pas grave. Dans le monde de l'enfer, là, il y a un jeu de piste qui se passe. Tu dois en fait suivre des indices et si t'arrives en fait à réussir le jeu de piste, tu récupères un pouvoir, tu deviens le prince des enfers. Et notre petit monsieur qui s'appelle Léviathan, il participe au jeu de piste et je vous avoue que je n'ai rien compris. Son premier indice c'est trouver cette meuf parce que c'est une peintre et elle a un talent très précis. Au début il lui demande bonjour, est-ce que vous pouvez me peindre ce truc pour mon jeu de piste? Et elle lui dit oulala non, parce qu'en fait elle capte qu'il y a un truc chelou et en fait ses parents lui avaient toujours dit attention ma fille, tous les trucs là qui viennent des enfers tu ne le fais pas parce que ça peut être super dangereux. Le mec se dit bon faut un petit peu que je la courtise, donc il essaye de la courtiser, ça marche un peu mais pas de ouf non plus. Et en fait il finit carrément par prendre dans du chantage quoi pour qu'elle lui paye son putain de truc et à partir de là la meuf se retrouve impliquée dans le jeu de piste et surtout elle est à fond hein. Et elle va aussi être grave in love de ce monsieur Léviathan. C'est un stall-off de ouf, c'est pas mon truc préf mais écoutez le mec était tellement à ses pieds, genre le mec mais vénère le sol sur lequel elle marche et le pitch c'est que tu veux pas de prince charmant, non toi tu veux le prince de l'enfer. Et c'était un peu fun, je dois vous avouer les amis que c'était un petit peu drôle. Les deux là écoutez ils se sont amusés de A à Z, ils se sont tournés autour mais comme des rapaces quoi. Le mec était prêt à mourir pour elle, genre franchement ça c'était beau à voir. Et s'enchaîne tout un tas de scènes de cul sur le trône du prince de l'enfer, très addictive. Alors franchement je voulais terminer hein. Bravo parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu une romantésie avec de la vraie tension quoi entre nos deux personnages. Je me moque un peu de ce livre mais un peu de respect quand même parce que c'était pas mal. Et enfin début juillet les amis nous clôturerons cette vidéo traduction avec First Time Caller de B.K. Borinson. Ce livre a très bien commencé, j'ai énormément accroché aux 40 premiers pourcents mais ensuite l'autrice en fait elle a pas su garder mon attention et surtout on tournait un petit peu en rond. On suit l'histoire de Hayden Valentine qui a sa ligne de radio pour donner des conseils en amour. La plupart du temps c'est des mecs absolument infects, il en a un petit peu ras le cul et il perd complètement espoir en l'amour jusqu'au jour où il y a une petite gamine de 8 ans qui appelle et qui dit qu'elle appelle pour sa mère parce que sa mère depuis sa naissance elle n'a eu personne et elle a l'impression que du coup sa mère elle est triste. Hayden finit par dire mais attends mais mets-moi ta mère au téléphone là et elle finit par être en live sur cette émission de radio. Cette meuf c'est Lucie, ça va être notre protagoniste. Elle a eu en fait sa fille très jeune, elle a en fait cette vision de l'amour qui semble inaccessible parce que elle veut vraiment quelqu'un avec qui elle va ressentir quelque chose de ouf et tout. Elle a l'impression qu'en fait ça existe plus vraiment de nos jours. L'émission de radio explose et du coup ils se disent putain mais il faut qu'on la garde. Et Hayden en même temps ça le met un petit peu mal à l'aise parce que ils crushent de ouf sur elle. Ils vont créer une émission de radio spéciale pour elle, ils vont interviewer des mecs pour potentiellement qu'elle fasse des dates avec eux. Donc ça va être très fun de voir Hayden interviewer des mecs pour aller dater cette meuf alors que c'est lui qui veut dater cette meuf. Leur dialogue était hyper chouette, ils avaient une très bonne alchimie, c'était vachement drôle, genre franchement j'ai beaucoup aimé le style d'écriture, mais à partir d'un moment donné ça a bloqué parce que bah forcément pourquoi est-ce qu'ils se mettent pas ensemble en fait parce que Hayden était en mode mais moi je suis pas le mec pour toi tu décris que tu veux une romance absolument phénoménale, moi je suis pas un mec romantique. Je commence à ne plus du tout apprécier ce genre de truc, surtout quand t'as 35 ans. En fait moi
ça me saoule parce que t'avances pas et surtout la meuf elle se retrouve à devoir te supplier en mode mais si, mais s'il te plaît, reste avec moi et tout. Et j'en ai marre que les meufs elles doivent courir après des mecs pour qu'ils daignent avouer leurs sentiments quoi. Et plus globalement le personnage de Hayden, j'ai pas trop accroché parce que j'arrivais pas en fait à le cerner quoi. Mais sinon ça restait quand même un bon livre hein, franchement, moi je deviens de plus en plus exigeante je crois. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez noté des petits titres qui vous intéressent. Franchement il y a du très très bon, je suis trop contente, ça me fait trop plaisir de voir que les ME en fait elles ciblent vraiment les livres qu'on a envie de voir traduits. J'espère que ça vous a plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard à la prochaine vidéo. Merci.